Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Je suis ici en plein cœur du Gers pour vous faire découvrir une entreprise étonnante. Il s'agit de Loca Moisson. Alors aujourd'hui, la location de moissonneuse-batteuse est devenue une activité secondaire, vous allez voir. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Toutes ces moissonneuses-batteuses, moi ça me rend fou. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Power Boost tourné chez Loca Moisson dans le Gers qui va sentir le cambouis, le soufre et aussi un petit peu le vieux puisqu'on visite des locaux anciens de l'usine Benac, aujourd'hui inactive. Et oui, ça nous rajeunit pas vraiment tout ça. Le Gers, on y est, on y reste puisqu'on a rendu visite à un agriculteur de là-bas qui nous donne son avis sur le Max Merge. On a aussi rendu visite à Laurent Berned, vous commencez à le connaître. Oh mais si, vous commencez à le connaître. C'est le cofondateur de WeFarmUp.com. Près de 7 mois après le lancement de la plateforme, où en est la communauté de pros du monde agricole. Et enfin, l'agroéconomiste Jean-Marie Serroni survivra-t-il à notre question qui tue sur la loi Macron? Ne comptez pas sur moi pour vous spoiler l'émission, je ne dirai rien. Ah, quand je vois ce programme, je me dis que c'est que de l'amour. On se retrouve dans un instant, juste après le jingle news, top départ, enjoy, tout ça. Allez. Après une édition bien triste en 2015 à cause de l'apparition de la FCO, Clermont-Ferrand accueillera cette année et pour la 25e fois le sommet de l'élevage, le rendez-vous européen des professionnels. Les 5, 6 et 7 octobre prochains seront donc attendus plus de 80 000 visiteurs de 75 pays différents et un pays invité d'honneur. Il s'agit de la Colombie, 3e cheptel de l'Amérique du Sud que vous pourrez découvrir à cette occasion. Pour ce qui est des animaux, la grande star du salon sera la race charolaise originaire du nord-est du Massif centrale et présente aujourd'hui dans plus de 80 pays dans le monde. Philippe Santis, bonjour. Bonjour. Alors c'est fou ici, il y a plus de moissonneuses-batteuses que dans une concession. En fait, nous sommes une concession de machines d'occasion et on a une bonne cinquantaine, voire 60, 70 machines en stock, en permanence. Alors il faut que vous m'expliquiez d'où est partie l'idée de Loca Moisson. L'idée au départ, c'est d'utiliser, ou plutôt de faire utiliser des machines. Et donc l'idée, j'ai commencé avec un copain anglais. On a rentré des machines qui faisaient la saison céréale l'été en Angleterre. Et ensuite, sur Bordeaux, grosse ferme céréalière maïs sur l'automne. Et ensuite, on les vendait pendant l'hiver. Aujourd'hui, la location, c'est marginal par rapport à l'activité des négoces ? L'activité négoce, aujourd'hui, est beaucoup plus importante que l'activité location. Du fait qu'on a beaucoup de clients qui, en fait, ont un budget maximal à consacrer à une machine, qu'ils peuvent rembourser. Et en location, souvent, ça dépasse. Alors ça veut dire quelque part que vous venez vous positionner sur des secondes mains qui sont révisées, on le verra tout à l'heure, mais ça veut dire qu'aujourd'hui vous dites les machines neuves, c'est pas évident à amortir. Une machine neuve, au prix qu'elles sont aujourd'hui, si on veut la payer avec le travail qu'elle produit, c'est quasiment impossible. Ça veut dire qu'il faut l'acheter en seconde main ? Ou il faut l'acheter en seconde main, mais on a besoin d'un outil vraiment fiable, donc il faut qu'elle soit vraiment bien révisée. Ou on peut l'acquérir en première main, mais la location constructeur veut dire que la valeur sortie de location, souvent, n'est plus en adéquation avec le marché. Alors, dites-nous un peu votre zone d'activité, ça va d'où à où ? Zone d'activité, on a travaillé un petit peu partout en Europe. On en a loué en Pologne, on en a loué en Espagne, on en a loué principalement en France. Et en fait, on a des clients aujourd'hui en France qui ont donc besoin de machines d'occasion, qui sont capables de payer, mais qu'il faut absolument qu'ils soient sûrs de pouvoir compter sur elles pour travailler. Philippe Santis, on va vous retrouver dans votre atelier, mais juste avant, on va bien sûr profiter que l'on soit dans le Gers pour aller voir un semis de maïs. Ça c'est le Max Merge de John Deere, une machine équipée de trash wheel, discoverer et dispositif de localisation d'engrais qui permet de semer entre 3,5 et 4 hectares de l'heure pour une vitesse de travail oscillant entre 8 et 10 km/h. Ça fait 5 ans qu'Éric Dugers, agriculteur à Montcassin, a acheté cet équipement 45 000 €. Après 5 années d'utilisation, qu'en pense-t-il? C'est ce qu'on va savoir en commençant gentiment par les points forts du semoir. On possède ce semoir depuis 5 ans, on n'a jamais été en panne avec, donc il faut le signaler aussi, c'est quand même quelque chose de très important. Les points forts sont sa simplicité, ça peut travailler dans toutes les conditions. TCS, semi-direct, sur labour, c'est vraiment très polyvalent. Un autre avantage du semoir, c'est son enterrage et son positionnement de graines et le recouvrement de la graine, qui est, à mon avis, un des meilleurs
de ce qui se fait sur le marché du semoir à maïs au jour d'aujourd'hui. Alors j'imagine qu'il y a aussi des inconvénients. Eric, est-ce que tu peux développer? Côté point faible, son contrôleur de semis. Il n'a pas été révisé, c'est toujours le même depuis 20 ans. Il a quand même de gros défauts, il est perfectible et voilà, c'est un peu dommage sur ce semoir que ça n'ait pas été revu. On pourrait aussi citer qu'à l'époque, il ne se faisait pas en version repliable. Il a quand même un autre point faible, c'est pour les semis de colza. En Europe, pour ce type de semoir, il n'y a rien qui existe au niveau disque et distribution. Donc c'est quand même un petit peu dommage puisque tout le monde cherche quand même de la polyvalence sur ces semoirs-là, vu le budget engagé, quoi. Mais au final, quel bilan tu as fait de ce semoir John Deere? Très satisfait de cet appareil. Et honnêtement, si on devait changer, je pense qu'on repartirait pour la même marque. Merci Eric. Philippe Santis, on est dans votre atelier, mais qu'est-ce que vous leur faites à ces moissonneuses-batteuses? Comme vous le voyez, on les révise de devant jusqu'à derrière. On commence par le convoyeur et on finit jusqu'au broyeur, toutes les pièces d'usure, tous les roulements. Alors ça reste quand même des secondes mains, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de les garantir et puis combien de temps? On les garantit une saison complète, voire même une saison et demie, puisque on les garantit pour la saison en cours, qu'elles vont faire. Et à la fin de la saison, on va même jusqu'à faire une révision, on va dire, de fin de saison, parce que le client a noté des anomalies, des petites bricoles, et on lui met vraiment au top pour la saison suivante. Alors j'ai vu que vous avez 50 ou 60 machines, ça veut dire que vous en achetez quasiment toutes les semaines. Pouvez-vous nous donner 3 points clés que vous vérifiez quand vous achetez une machine pour les agriculteurs qui nous écoutent? Le premier point, le plus important, c'est au premier coup d'œil, déjà, il faut qu'elle soit très très propre. En fait, il faut voir si elle a été bien menée ou mal menée. Voire même matraquée, dans ce cas-là, ça ne nous intéresse pas du tout, bien sûr. Ensuite, je dirais que les points importants, il y a le moteur, l'hydraulique, l'hydrostatique, toutes ces pièces-là qui sont importantes, coûteuses, mais qui sont quand même normalement en bon état sur la machine qui a un peu d'heure. Et après, on fait une inspection plus approfondie de tout ce qui est pièces d'usure, l'intérieur de la machine, mais sachant qu'on refait tout, c'est le point qui est quand même le moins embêtant. On ne se focalise pas que là-dessus. Philippe Santis, on va se retrouver dans un des bâtiments de votre entreprise. Vous allez voir, c'est un bâtiment qui est chargé d'histoire. Mais juste avant, on va faire le point sur la plateforme WeFarmUp. Vous savez, c'est la plateforme qui permet la location entre agriculteurs. On écoute Laurent Bernard. Le bilan est très positif. Nous avons déjà 800 personnes qui sont membres de la communauté WeFarmUp et on a passé le cap des 850 matériels déjà disponibles dans toute la France, disponibles à la location. Donc déjà, on est déjà sur un premier succès. Par ailleurs, les travaux ont débuté depuis quelques semaines maintenant et nous avons enregistré pas moins de 160 demandes de location et nos équipes ont trouvé à 65% des cas une solution machine aux demandes des locataires. Alors c'est vrai qu'on recense plusieurs motivations pour utiliser les services WeFarmUp. Le premier, c'est déjà d'essayer des matériels, tout simplement. C'est derrière d'avoir accès à un matériel sans forcément passer par la case endettement. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent le faire. Et côté propriétaire, je pense qu'il y a vraiment une idée communautaire derrière. Les gens veulent rendre service à d'autres agriculteurs et c'est pour ça qu'ils souscrivent et qu'ils déposent les premiers matériels. C'est vrai que le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est un agriculteur qui venait juste d'acheter un semoir semi-sous couvert et qui d'emblée, dans son raisonnement d'achat, a décidé de le mettre directement en location sur WeFarmUp pour en faire bénéficier toute la communauté WeFarmUp. Alors c'est vrai que j'ai d'autres témoignages qui me viennent à l'esprit et c'est vrai que il y a pas si longtemps que ça, il y a un agriculteur qui a gagné plus de 1500 € en mettant à disposition son tracteur et lui-même était très très surpris de la simplicité de la chose et du revenu que ça pouvait créer et en plus du service que ça pouvait rendre à l'agriculteur qui était locataire. WeFarmUp, c'est une communauté d'agriculteurs qui ont décidé de s'entraider, donc venez nous rejoindre et déposez vos premiers matériels. Philippe Santis, on est face à un modèle, je crois, unique en Europe. Effectivement, oui, cette moissonneuse-batteuse-là, elle est unique en Europe. En fait, elle a été construite à très peu d'exemplaires. C'est une machine que j'ai récupérée dans une rizière en Italie, qui était très très content de cette machine-là, qui ne voulait même pas trop la vendre. J'ai mis une dizaine d'années pour la récupérer.
Mais bon, j'ai réussi à l'avoir quand même, c'est une belle machine. Mais elle a été fabriquée en très peu d'exemplaires. Combien il y en a eu au monde? Je crois qu'à l'échelle mondiale, ce modèle-là précisément, 228 CS Achney et Caterpillar, je pense qu'il n'y a que 3 machines de construites au monde. Comme je le disais tout à l'heure, c'est ici un lieu chargé d'histoire, puisque c'est ici, à Berdoux, dans le Gers, que se trouvait l'entreprise Benac, qui a exporté aussi dans le monde entier. L'entreprise Benac a démarré petit artisan, à construire des cultipacaires, des petits outils de travail du sol. Il s'est spécialisé dans le maïs avec le gyrobroyeur, mais surtout le corn-picker à maïs, le semoir à maïs. Et effectivement, un corn-picker et semoir à maïs, ils ont vendu un peu partout dans le monde. Et puis c'était une entreprise innovante, et puis ils ont cherché à innover dans une machine à vendanger, et là ça a été la chute durant les années 70. La chute, effectivement, ça a été la machine à vendanger qui les a précipités à la faillite. En fait, c'est une machine qui doit se développer ici, qui s'est développée par la suite. Et ils sont partis sur une conception qui n'était pas tout à fait la bonne. Et en fait, ils ont mangé tout ce qu'ils avaient accumulé sur cette machine-là. Mais vous avez repris les bâtiments juste après Benac? J'ai repris après Lely. En fait, à la faillite de Benac, Lely avait racheté les bâtiments pour les brevets de semoir à maïs principalement. Et j'ai repris ça en 98 à la suite de Lely, quand ils ont décidé d'arrêter le travail du sol quasiment. Philippe Santis, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici dans votre entreprise. À présent, je vous invite à retrouver notre rubrique Question qui tue. Alors quel est le point de la loi Macron qui nous intéresse ce faisant? C'est l'article sur le suramortissement, le fait de pouvoir amortir de 40% de plus le matériel. On peut se poser la question, est-ce que c'est une bonne idée en matière agricole? Est-ce que nous sommes sous-équipés? Vraisemblablement pas, sauf dans certaines filières où il faudrait renouveler des bâtiments, notamment dans les filières hors sol. Mais globalement, nous ne sommes pas sous-équipés. Et cette loi peut pousser à surinvestir, sans trop réfléchir. Le deuxième, par une dimension fiscale. Le deuxième élément, c'est se poser la question, quel est l'impact de cette loi sur la filière machinisme globalement? Est-ce que le fait de pousser à acheter du matériel neuf n'est pas en train de déséquilibrer le marché de l'occasion et par là même de mettre un peu en difficulté les concessionnaires, alors qu'a priori on se dit cette loi est faite pour eux puisqu'elle ça pousse à vendre du matériel neuf. Et c'est sûrement plus compliqué, il faudrait vraiment regarder les premiers signaux que l'on a d'un déséquilibre du marché secondaire, du marché de l'occasion. Et enfin, le troisième élément, c'est de se dire, mais cette loi, est-ce qu'elle est adaptée à une situation de crise? Quand on est en crise, a priori, on ne fait pas de résultat. L'intérêt de suramortir, c'est de diminuer son résultat. Mais si j'en fais pas, je n'ai pas besoin de le diminuer. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Alors je vous le dis chaque semaine, si vous voulez tout savoir sur l'agriculture de demain, sur les innovations, il faut aller consulter notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Si vous voulez nous retrouver chaque jour, c'est sur notre chaîne YouTube qu'il faut s'inscrire. Et puis si vous avez envie de tout savoir sur le machinisme, sur l'actualité de ce secteur, il existe une lettre confidentielle très bien renseignée. Il s'agit de Machinisme Actualité. Je vous souhaite une excellente semaine.